Le sujet qui sera abordé aujourd'hui dans le cadre du cours d'histoire antique portera sur un sujet d'histoire économique, à savoir plus précisément les circuits des échanges des cités grecques du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors je vais d'abord définir le titre pour que vous le compreniez bien, puis comme à l'habitude je vais vous montrer quel est l'intérêt d'étudier ce sujet à l'heure actuelle, et puis dans un troisième temps, comme toujours dans l'introduction, je vous donnerai le plan de ce qui suivra. Et je vous ai déjà dit d'essayer de suivre ma méthodologie parce que je crois que c'est important d'avoir une bonne structure de pensée quand on veut être un futur professeur. Une chose est d'innover, mais autre chose est peut-être de servir peut-être de recettes qui ont du sens. Je commence tout d'abord par la définition du sujet. On va d'abord comprendre pourquoi les cités grecques. Je vous rappelle, et ça nous l'avons vu au premier quadrimestre avant le mois de décembre, que la Grèce de l'Antiquité n'a rien à voir, ou pas grand-chose en tout cas à voir, avec la Grèce, le territoire de la Grèce actuelle, du pays que l'on appelle la Grèce. En effet, dans l'Antiquité, vous avez une civilisation grecque qui, effectivement, part de la Grèce continentale, mais qui va s'étendre sur le pourtour de la Méditerranée, donc au départ de cette Grèce, je dirais, égéenne. Donc, le monde grec de l'Antiquité, c'est, je dirais, les 2/3, même un peu moins que les 2/3, de ce que l'on appelle maintenant le pays hellénique, la Grèce, parce qu'à l'époque que nous allons considérer les territoires du nord et de l'ouest, c'est-à-dire l'Épire, la Thessalie, la Macédoine, ne font pas partie au sens strict de la Grèce des cités, puisqu'il s'agit en fait d'États royaux, de monarchies. La Grèce dont il va être question ici, ou plutôt le monde grec dont il va être question ici, concerne également toute la côte d'Asie mineure, la Sicile, le sud de l'Italie, plus alors toute une série de colonies qui se trouvent sur le pourtour de la mer Noire, ce qu'à l'époque on appelle le Ponte Euxin. Ces colonies se trouvent également sur la côte africaine. Je pense à Naucratis dans le delta du Nil. Je pense également à Cyrène, qui a donné son nom à la Cyrénaïque, qui est cette province du nord-est de la Libye actuelle. Mais il y a aussi des colonies grecques, comme vous le savez, dans le sud de la France. Je pense à Marseille et je pense à Nice, et également des colonies en Espagne. Donc c'est bien pour ça que l'on ne peut pas superposer la Grèce antique avec la Grèce actuelle. De plus, je dis la Grèce des cités. Ça veut dire qu'il ne sera pas question ici du monde grec de l'époque hellénistique dans son extension, je dirais, monarchique. Autrement dit, il ne sera pas question en tant que tel du royaume des Attalides, par exemple, que l'on trouve donc en Asie mineure. Il ne sera pas question en tant que tel
du royaume des Séleucides, qui part de la Syrie et qui, à l'origine, allait jusqu'au Pakistan. Il ne sera pas question en tant que tel non plus du royaume des Lagides, c'est-à-dire, en gros, l'Égypte plus quelques territoires. Il s'agit bien de la Grèce des cités. Ça va? Même si il sera question de la Grèce des cités à l'époque hellénistique, il ne sera pas question de l'économie des royaumes hellénistiques. Ce n'est pas la même chose. Donc je crois que ces précautions doivent être très clairement affirmées pour qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à mon projet. Alors ensuite, la période considérée va du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ, ce qui chronologiquement recouvre le monde grec classique, je dis bien chronologiquement, je ne parle plus d'espace maintenant, et je ne parle plus de politique. Donc ce qui chronologiquement correspond à l'époque classique, 5e et 4e siècle, et à l'époque hellénistique qui va du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est la période considérée. Maintenant, reste le plus important dans ce titre, après avoir défini, je dirais, quels sont les États qui sont concernés par mon propos, et d'autre part, la période considérée, il me reste évidemment à expliquer la partie qui se trouve au début du titre, c'est-à-dire mon sujet, les circuits de l'échange. Alors pourquoi ai-je parlé des circuits de l'échange alors qu'on aurait pu trouver plus facile de dire simplement, ça aurait peut-être paru moins snob si je puis dire tout simplement le commerce ou les échanges commerciaux. Eh bien parce que comme on va le voir dans mon propos, les circuits de l'échange, ça ne concerne pas que le commerce. Étant entendu qu'ici, je parle des circuits de l'échange économique, je ne parle pas d'échange culturel et d'échange dans d'autres domaines, parce que là, évidemment, on serait tout à fait hors sujet, mais quand je parle ici de circuits d'échange économique, on va voir qu'il y a deux pôles principaux. D'une part, l'économie de marché, et ça c'est un terme qui vous est familier parce qu'on en parle quotidiennement, mais il y a aussi l'économie de prédation. C'est pas la même chose. Alors il se fait qu'il y a un État qui pratique cela couramment à l'heure actuelle, c'est un État qui n'en est pas un, c'est le fameux État islamique. Il pratique une économie de prédation. Mais il se fait que justement, ce n'est pas un État. Ce n'est pas un État comme les autres. Donc je vais bien distinguer dans mon propos, d'une part, l'économie de marché et l'économie de prédation, qui théoriquement, à l'heure actuelle, n'existe plus. Je dirais en droit, n'existe plus, mais bon, la prédation existe toujours, bien entendu, mais plus sous cette forme généralisée, comme c'était le cas dans l'Antiquité. Alors, maintenant, le plan. Le plan. Dans un premier temps, je vais essayer de définir et de comprendre avec vous quels sont les rapports entre le centre et la périphérie de ce que l'on appelle une économie monde, donc économie-monde, à la suite de Fernand Braudel, qui est un grand historien économiste, pas du tout spécialiste de cette période-là, c'est un spécialiste des temps modernes, la période en gros qui va du XVe au XVIIIe siècle, mais qui a inventé cette notion sur laquelle je vais revenir dans un instant, l'économie monde. Deuxième partie de mon exposé, après avoir vu les liens qui existent entre le centre et la périphérie dans le cadre d'une économie monde, deuxième pan, deuxième volet si vous voulez, il va être question des rapports entre politique et économie, justement dans le circuit des échanges, toujours des cités grecques.
Et enfin, dans un troisième temps, ce sera, je dirais, la troisième partie de mon exposé, il sera question de la fixation des prix et de l'évolution des prix du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ, toujours dans le cadre des cités, des échanges des cités grecques, avant de formuler une petite conclusion. Donc vous avez bien retenu le plan. 1. Rapport centre-périphérie, dans le cadre d'une économie monde. 2. Relation entre politique et économie, toujours dans le même cadre. Et 3. Fixation et évolution des prix du 5e au 1er siècle, toujours dans le cadre de la Grèce des cités. Voilà. Maintenant, nous allons donc aborder le premier volet de mon exposé. Alors, je vous ai parlé d'économie monde et je vous ai dit que c'était une notion qui avait été introduite par Fernand Braudel. Alors, Fernand Braudel, ça s'écrit B-R-A-U-D-E-L, un très grand historien français qui est décédé en 1985. Et pour lui, l'histoire économique se décline sous la forme de la succession. Lui, il le voit depuis le Moyen-Âge, de cités qui jouent le rôle de centre et qui drainent à elles et organisent autour d'elles toute une économie périphérique. Lui, il étudie ça pour les temps modernes, je vous l'ai dit. Pour lui, les centres successifs qui se succèdent du XVe siècle au XXe siècle sont les suivants, vous pouvez les noter. Il y a d'abord Venise, jusqu'au XVe siècle. Il y a ensuite au XVIe siècle Anvers. Et dans le dernier tiers et au début du XVIIe siècle, Gênes. Au XVIIe siècle, Amsterdam. Au XVIIIe et au XIXe siècle, Londres. Et enfin, au XXe siècle, New York. Maintenant, on peut voir, ou plutôt essayer de voir, si cette hypothèse d'économie monde qui se sont succédées dans le temps, à partir de la fin du Moyen-Âge, pourrait être légitimée également dans l'Antiquité, dans la période qui nous intéresse. Eh bien oui, il se fait qu'un historien helléniste, donc c'est-à-dire spécialiste de l'histoire grecque, qui s'appelle Alain Bresson, dont je vous montrerai le livre tout à l'heure dans ma bibliographie, voit qu'effectivement, il y a l'équivalent ou un embryon de ce que l'on pourrait appeler une économie monde autour d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui mène une politique véritablement impérialiste dans la mer Égée et au-delà. Quand je dis au-delà, ça veut dire vers la mer Noire. Vous vous souvenez, j'ai parlé du pont Euxin tout à l'heure, et vers la Sicile et le sud de l'Italie. Plus particulièrement donc la Sicile. Et il observe également que, à partir
du IIIe siècle avant notre ère, lorsqu'à la fin de ce siècle, en 202, après la bataille de Zama, des Romains contre les Carthaginois, Rome va dominer le bassin occidental de la Méditerranée et progressivement, au IIe et Ier siècle avant notre ère, le bassin oriental de la Méditerranée. Ce processus est terminé lorsqu'en 31 avant notre ère, cette date maintenant vous est familière, Octave, le futur empereur Auguste, bat son rival Marc-Antoine qui était accompagné de la reine grecque, l'Agide d'Égypte, Cléopâtre, à la bataille d'Actium, au large de la Grèce, justement. Donc, pour approfondir maintenant un petit peu ce que je vous ai dit, on peut voir qu'il y a d'une part le développement d'un modèle du 5e au 4e siècle avec Athènes comme centre, et à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, un véritable bouleversement avec la naissance des États monarchiques hellénistiques que je vous citais tout à l'heure, en particulier l'État séleucide et l'État des Lagides, mais il y en a d'autres également en Anatolie, c'est-à-dire en Asie mineure et en Grèce même. Et puis, surtout, à partir du IIe siècle, justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, la conquête du bassin oriental de la Méditerranée par l'État romain, qui va vaincre successivement les Macédoniens, qui va annexer le royaume de Pergame, qui va battre les cités grecques, qui va vaincre lors d'une troisième et dernière guerre punique Carthage, en 146 avant Jésus-Christ, la même année où Corinthe va également être détruite par les mêmes armées romaines. Et puis alors au 1er siècle, il va y avoir, bien entendu, la fin de l'empire des Séleucides, avec la création de la province de Syrie, et puis la création de la province d'Égypte, qui devient la propriété personnelle, privée de l'empereur. Au 5e siècle, si l'on remonte au 6e et 5e siècle avant notre ère, le premier circuit des échanges, puisque c'est là que se situe mon propos, en fait, se situe essentiellement au départ des côtes d'Asie mineure. Il se fait que les cités grecques qui se trouvent sur les côtes d'Asie mineure vont être relativement rapidement prises par les Perses, et on peut dire que pratiquement pendant un siècle, entre grosso modo
540 et 449, eh bien, ces cités vont pâtir des guerres entre les cités grecques et la Perse, puisque vous savez que les deux guerres médiques se situent en 490 et 480 avant notre ère. Deuxième période, toujours dans la première période du 5e et du 4e siècle, c'est le moment où Athènes connaît son apogée, s'impose véritablement dans le cadre d'une politique impérialiste à toutes les cités de la mer Égée. Et je vous rappelle que à l'époque de la Grèce antique, il y a près de 200 cités qui sont indépendantes les unes des autres, en tout cas avant l'impérialisme athénien, entendons-nous bien, et qu'une cité grecque, nous l'avons vu ensemble, c'est pour ça que je ne l'ai peut-être pas rappelé dans l'introduction, mais je peux le faire incidemment sous forme de parenthèse maintenant. Les cités grecques peuvent être constituées d'une, voire de quelques bourgades, comme il peut s'agir de territoires plus vastes, et les territoires les plus vastes que nous avons vus au premier quadrimestre sont effectivement l'Attique, c'est-à-dire la cité-État d'Athènes, et d'autre part Lacédémone, c'est-à-dire la cité-État de Sparte, qui se trouve dans le Péloponnèse. Mais pour le reste, la plupart des cités sont des territoires beaucoup plus petits, mais qui sont tout à fait indépendants les uns des autres. Alors, troisième pôle pendant l'époque qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer à partir du IVe siècle. Au début du IVe siècle, les 2 premières décennies, disons, Athènes reste puissante, après avoir connu l'échec important de la guerre du Péloponnèse à la fin du 5e siècle, et puis un relatif équilibre va s'établir entre les cités grecques, ce qui veut dire que on va passer d'une époque d'impérialisme où le centre était réservé à Athènes, à une époque où il y a un équilibre qui se fait à la suite d'un rapport de force entre les cités grecques. Il n'y aura plus de cité grecque qui va avoir la prédominance après Athènes, Sparte et Thèbes, et donc on va assister à des échanges plus ou moins équilibrés sous la forme de réciprocité entre ces cités. Maintenant, nous allons passer à la période hellénistique, et je vous ai dit que la période hellénistique est caractérisée sur le plan politique par la création de royaumes et non plus de cités, comme à l'époque classique. Ce sont des royaumes, des monarchies dorénavant, avec des rois. Ce sont des États qui ne fonctionnent plus du tout comme l'étaient les cités grecques. Dans les cités grecques, vous savez que les citoyens, en tout cas pas dans toutes les cités grecques, parce qu'il y a des cités grecques de type aristocratique, mais que dans les cités grecques de type démocratique, les citoyens avaient vraiment leur mot à dire. Eh bien, à partir de l'époque hellénistique, c'est-à-dire à partir de la fin du IVe siècle, je vous rappelle qu'Alexandre le Grand meurt en 321 avant Jésus-Christ, et que donc, à partir de ce moment-là, les diadoques, les épigones, puis les diadoques, c'est-à-dire les successeurs d'Alexandre, se partagent son empire. L'axe des échanges
commerciaux, des circuits d'échange se déplacent. Et on va avoir un axe, je dirais, vertical, si on le voit sur un planisphère, mais ça n'a pas de sens, comme vous le savez, dans l'absolu. Autrement dit, un axe nord-sud qui part des côtes du pont Euxin, et je vais vous montrer où ça se trouve sur la carte, qui continue le long des côtes d'Asie mineure, donc l'Asie mineure retrouve un nouveau souffle, les cités d'Asie mineure retrouvent un nouveau souffle, à ce moment-là, qu'elles avaient perdu à l'époque de l'impérialisme athénien, et puis cet axe se prolonge le long des côtes du Levant. Les côtes du Levant, c'est-à-dire les cités phéniciennes, et ça descend, je dirais, mais on pourrait le dire, jusqu'à pratiquement l'Égypte. Je vous montre ça sur la carte, qui se trouve derrière moi. Donc, si je fais la synthèse de tout mon premier point, c'est-à-dire le premier chapitre qui porte sur les rapports entre centre et périphérie, je vous ai d'abord parlé dans un premier temps des côtes d'Asie mineure, où vous voyez ici quelques villes qui sont citées comme Halicarnasse, Milet, Éphèse. Eh bien, c'était donc là qu'entre le milieu du VIe siècle et le milieu du Ve siècle, vous aviez une activité assez importante, mais qui va aller en déclinant. À la suite, justement, des conflits qui vont opposer d'une part l'immense empire perse aux cités grecques, en particulier au moment des guerres médiques. Vous vous souvenez, les 20 premières années du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, je vous avais dit qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre médique, Athènes, qui se trouve ici, va établir un empire sur toute une série de cités, depuis le pont Euxin, je vous ai dit, sur toute la mer Égée et également en Sicile. Quand je parle d'empire, c'est un empire commercial, mais aussi un empire politique et militaire. On peut dire qu'à ce moment-là, Athènes, lorsque la Ligue de Délos est formée, eh bien, c'est pratiquement l'équivalent de l'OTAN, à l'échelle du monde antique, mais c'est l'équivalent. Ça va? Comme maintenant dans l'OTAN, c'est pas un secret pour quiconque, c'est les États-Unis qui ont le leadership de l'OTAN, eh bien, à cette époque-là, c'était Athènes qui avait le leadership de la Ligue de Délos. Délos, c'est une île qui se trouve ici dans la Méditerranée, dans la mer Égée, et où se trouvait jusqu'en 479, si mes souvenirs sont bons, le trésor constitué par le tribut pris aux différents alliés, entre guillemets, qui participaient à cette Ligue de Délos. Mais en fait, c'était les alliés d'Athènes n'étaient rien d'autre que des vassaux d'Athènes. Donc il faut bien distinguer. La théorie, c'est que ce sont des alliés, mais dans le fait, ce sont des vassaux. Pensez également au pacte de Varsovie, qui a été fondé en 1955 et qui a disparu avec la chute de l'URSS. Mais officiellement, c'était des alliés de l'URSS, mais dans la pratique, c'était des vassaux. Alors, je parle du pacte de Varsovie, on peut dire que dans le cadre de l'OTAN, nous sommes aussi des vassaux des États-Unis. Il ne faut quand même pas trop se leurrer. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, je vous ai dit qu'il y a un équilibre au sein des cités grecques, après l'époque de l'impérialisme athénien. Et alors, quand on rentre à partir de la fin du IVe siècle, et surtout donc au début du IIIe siècle, il y a un nouvel axe commercial qui se forme, qui, je dirais, couvre les cités, les colonies qui se trouvent autour du pont Euxin. Le pont Euxin, c'est la mer Noire actuelle. Vous voyez que la Chersonèse, ici, on en a beaucoup parlé, c'est la Crimée. Et il y avait également des colonies ici. Pourquoi? Parce que
la mer Noire, enfin les terres qui bordaient la mer Noire étaient riches en blé. Que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Crimée, que ce soit également la Géorgie qui se trouve ici, hein, c'est le pays de Jason, le pays de la Toison d'Or, si vous voulez, eh bien c'était des régions qui étaient riches en blé. Et Athènes avait besoin de s'approvisionner parce que vous savez que en Grèce, il y a peu de régions qui sont propices à la culture du blé. Ce qui domine, c'est essentiellement la vigne pour la production de vin, l'olivier pour la production d'huile. Hein. Et alors dans le domaine de l'élevage, les moutons, les chèvres, tout ce que vous voulez. Mais enfin, hein, pour le blé, il y a peu d'endroits où les terres permettent de nourrir la population assez nombreuse de la Grèce. Donc il fallait chercher le blé ailleurs. Et donc, un axe, je dirais, nord-sud, qui part donc des côtes, des colonies de la mer Noire, qui se poursuit ici, je dirais, le long des côtes de l'Asie mineure, avec toutes les cités qui revivent d'une certaine manière par le commerce à ce moment-là, et elle se poursuit donc, cette ligne ici, donc ce que l'on appelle le Levant, le mot Levant, hein, qui renvoie au pays du soleil levant. Bon, quand on pense au pays du soleil levant, on pense au Japon, mais tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Il y a un Levant ici qui a donné son nom au mot Liban, hein, le mot Liban vient de Levant, mais vous avez également un Levant dans l'est de l'Espagne, parce que vous savez, toute la côte est de l'Espagne, c'est le Levant, pour ceux qui effectivement habitent à l'intérieur de l'Espagne. Donc on est toujours le Levant de quelque chose, hein, ou l'Occident d'autre chose. On est toujours à l'ouest on est toujours à l'ouest et à l'est de quelqu'un d'autre, puisque la Terre est sphérique. Ça va de soi. Hein. Voilà. Alors, au centre de ce trafic commercial, il y a bien sûr l'île de Rhodes qui se trouve ici, et qui va jouer un rôle majeur qu'elle va perdre, alors que Rhodes, en fait, enfin, oui, je peux déjà vous le dire maintenant, Rhodes, en fait, son commerce a été suscité par Rome au début du IIe siècle avant notre ère, mais en 166 avant Jésus-Christ, Rhodes a perdu, je dirais, au profit et sous l'autorité de Rome, son quasi-monopole du commerce au profit de Délos. Délos qui est devenu, à partir de 166 avant Jésus-Christ, un port franc. Vous savez ce que c'est qu'un port franc, c'est-à-dire un port où on ne paye pas de taxes. Donc vous imaginez que c'est un endroit où on n'arrête pas de faire du trafic, hein, dans les ports francs. Bien sûr. Un port franc, pour vous donner l'équivalent à l'heure actuelle, ben, dans le domaine bancaire ou financier, c'est les îles Caïmans, etc. Voilà, ce que c'est ça un port franc. Hein. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au deuxième chapitre de mon exposé, à savoir les relations entre la politique et l'économie pendant les 5 siècles considérés, donc la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, dans la zone sur laquelle je travaille pour l'instant. Je vous avais expliqué, plutôt j'avais justifié mon titre tout à l'heure. Je vous avais dit que je n'avais pas utilisé le terme commerce, mais que j'avais utilisé le terme les circuits de l'échange. Et je vous avais dit pourquoi. Parce que dans l'Antiquité, il y a deux manières de s'enrichir, je dirais, sur base, je dirais, d'une relation égale ou inégale avec un partenaire. C'est l'économie de prédation, quand c'est inégal, ou tout à fait inégal, au point que l'un des deux peut assommer l'autre. Donc c'est une économie de prédation
Prédation, vous savez de quel mot ça vient, hein? Prédation, ça veut dire que c'est un rapport de prédateur à proie. Hein? C'est comme ça c'était dans la, je dirais, dans la nature, il n'y a pas d'échange. Et puis alors à côté de ça, il y a l'économie de marché. Et on va voir comment fonctionne l'économie de marché. Oh, vous savez quand même que c'est a priori la loi de l'offre et de la demande, mais enfin, il faut voir si les deux partenaires sont armes égales. Et puis on va voir que Bresson, là, il développe une thèse monétariste qui n'est peut-être pas celle à laquelle on penserait a priori. Alors, économie de prédation. Alors, qu'est-ce qui peut justifier une économie de prédation? Eh bien, il y a tout d'abord le fait que piller un adversaire, ça peut être plus rentable que de produire soi-même. Dans la mesure où les frais que vous engagez dans une guerre sont inférieurs aux moyens que vous pourriez mettre pour produire. Mais quand vous êtes dans une région peu fertile, il est parfois plus intéressant de mettre sur pied une expédition qui va vous permettre de voler, de piller le grain produit par d'autres. Ça va? Donc ça c'est le premier élément qui permet de justifier la prédation, c'est qu'elle est plus rentable que la production. Donc vous pillez plutôt que vous ne produisez. Il y a des moments dans le monde grec, dans le monde antique, qui étaient particulièrement favorables pour faire ces guerres, pour aller voler chez son voisin, c'était l'été. Pourquoi l'été? Nous sommes dans le monde méditerranéen. Les récoltes se font à la fin du printemps. Donc l'été, c'est une période morte dans ces sociétés de paysans, parce qu'il ne faut pas oublier, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, parce que je tiens à taper sur le clou, mais qu'on vit à cette époque-là dans des sociétés de paysans. Et que par conséquent, donc les soldats, enfin le mot soldat n'est pas bon, enfin à Athènes ce sera des hoplites, les militaires qui participent à ces opérations, eh bien comme ce sont des paysans, ben, pendant les mois d'été, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas le moment où on sème, c'est pas le moment où on récolte, et donc c'est le moment où on peut faire la guerre. Bon, vous allez me dire, c'est pénible parce qu'il fait horriblement chaud, mais ça c'est un autre problème. Hein? Oui, mais bon, c'est un moment qui est libre, je veux dire, en termes de... il y a des moments où vous ne pouvez pas faire autre chose que de cultiver votre champ, parce que, bon, vous semez, ou tout ce que vous voulez, parce qu'il y a des moments qui sont impérativement pris par cela. Tandis qu'en été, c'est le moment où on fait la guerre. Alors, à côté de ça, il y a deuxième forme de prédation à côté de la guerre, il y a la piraterie. Mais ici, quand je parle de piraterie, je parle de piraterie, même si ce mot n'a aucun sens, enfin de piraterie officielle, légalisée. C'est ce qu'on appellera à partir des temps modernes la guerre de course. Donc, vous connaissez la différence entre un pirate et un corsaire. Un pirate travaille pour lui-même, c'est un entrepreneur privé, tandis qu'un corsaire travaille pour un souverain, un chef d'État. Il reçoit d'ailleurs dans son entrée en fonction des lettres de course qui sont un contrat avec le souverain. Et bien entendu, le corsaire qui, avec son équipage, risque quand même sa vie, eh bien, va pouvoir profiter d'une part du butin. C'est un petit peu comme un fermier dont je vous parlais la semaine dernière dans un autre cadre.
eh bien, je ne sais pas si c'est du 50-50, mais en tout cas, il y a une partie, je dirais, du butin qui va entre les mains de l'État, et une autre partie qui va pour celui qui a mené à bien l'expédition. Donc la piraterie était un moyen que les États utilisaient donc pour se procurer des grains, parce que les grains c'est le problème majeur, il ne faut pas oublier, c'est d'abord se nourrir. Il ne faut pas avoir cette vision des corsaires des Caraïbes au XVIIe siècle avec des tas de bijoux comme dans le trésor de Rackham le Rouge. Avant tout c'est les grains, ça va? C'est les grains. Donc, on prend des cargaisons, on prend des navires avec leur cargaison, et puis on ramène le navire, une fois qu'il a été pris, à bon port, si je puis dire. C'est-à-dire le port, enfin, les gens pour lesquels on travaille. Surtout si c'est l'État lui-même qui a des marins qui travaillent sur ces navires. Alors, troisième forme, je dirais, de prédation, à côté 1 de la guerre et à côté 2 de la piraterie, vous avez 3, l'imposition de tribus. Alors tribu, c'est bien entendu avec un T, puisque ça n'a rien à voir avec des tribus, avec des clans, si vous voulez. Il s'agit bien d'impôts collectifs qui ont été fixés et imposés par un État vainqueur à une population vaincue, des tribus. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que lors de la formation de la Ligue de Délos, théoriquement c'est Athènes qui passe des traités d'alliance avec toute une série de cités grecques qui sont théoriquement à part égale, plutôt des partenaires égaux d'Athènes, mais dans les faits, il y a un rapport de force qui fait que c'est Athènes qui va demander des cotisations, entre guillemets, à ses alliés. Ces cotisations ne sont rien d'autre que des tribus. Parce qu'en fait, la guerre avec les Perses va être suspendue, va être arrêtée, et Athènes va continuer à demander ces fameuses cotisations, entre guillemets, c'est-à-dire ces tribus. Donc les cités qui seront sous les cités vassales d'Athènes vont payer, vont apporter une contribution pour une guerre qui n'aura pas lieu. Ça va? Et ce sont ces tribus qui vont permettre, entre autres, à l'armée athénienne, à la flotte athénienne de se développer et surtout à construire, parce que ça c'est resté dans l'histoire, à construire l'acropole avec ses magnifiques bâtiments. Ça va jusque-là? Bon. La question est de savoir quelle est la place de l'économie de marché maintenant, à côté de la prédation, puisque je vous ai dit que le visage de l'économie de type commercial sous l'Antiquité a deux visages, le visage de la prédation, donc du vol, mais le vol d'État, pas de particulier, et d'autre part, des échanges qui, eux, font l'objet de rémunérations diverses entre un vendeur et un acheteur. Alors, vous devez vous dire que, en ce qui concerne le grain, il est évident que la prédation sous ces trois formes, celles que j'ai énoncées tout à l'heure, ne constitue pas la majorité des échanges. La majorité des échanges est constituée par, ou plutôt se forme sur le marché. Je vous rappelle ce que c'est qu'un marché. C'est un lieu où des agents économiques
échange des biens. Sur le principe qui est celui de la rareté, bien entendu. Plus un bien est rare, plus il est cher, plus un bien est abondant, et plus il est bon marché. Hein, je ne vous apprends rien. Mais donc c'est le principe de base, je dirais, de la science économique. Alors, ce qui est important, c'est que la création d'un empire commercial, économique et politique par Athènes va permettre quoi? Va permettre en fait une unification des monnaies et des poids et des mesures. Il faut savoir que de nombreuses cités avaient leur propre étalon, leur propre atelier de monnayage, où l'on frappait la monnaie. Et je dirais même que ce qui apparaît sous la pièce de monnaie, à l'avers et au revers, eh bien, sont symboliquement des preuves d'indépendance, de souveraineté, pour les cités grecques qui émettent ces monnayages. Athènes va, grâce à son impérialisme, par le biais de son impérialisme, imposer la drachme grecque, et nous avons vu dans les cours antérieurs quelle était la valeur des drachmes par rapport aux oboles et par rapport aux mines et aux talents. Vous vous en souvenez peut-être, c'était que 1 talent égale 6000 drachmes, sauf erreur de ma part, et que, à partir de ce moment-là, ça va faciliter bien sûr les échanges. Alors pourquoi ça facilite les échanges? Eh bien, ça facilite les échanges parce que vous n'avez plus de frais de transaction, et puis on s'y repère beaucoup plus facilement. Donc vous voyez que dans l'Antiquité, déjà, il y a ce souci d'unification pour rendre plus fluides les échanges, et je dirais, c'est ce qui justifie en 2002 la création de l'euro, la zone euro. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de phénomènes que nous connaissons et dont on retrouve les racines justement dans l'Antiquité. Il se fait qu'à l'époque hellénistique, les pièces, les monnaies d'argent et d'or vont être basées sur les talons attiques, c'est-à-dire les talons athéniens, à partir d'Alexandre le Grand. Il y a bien eu des poches, je dirais, de résistance ou d'autonomie par rapport à cet étalon attique, que ce soit dans l'Égypte des Lagides, chez les Attalides ou chez les Séleucides, mais enfin, on peut dire que cet étalon attique s'est très largement répandu à l'époque hellénistique. Et tenez-vous bien, à l'époque romaine, la valeur du denier romain, s'est établie sur la valeur de la drachme athénienne. Alors si je vous parle de tout ça, c'est pourquoi? Eh bien, c'est que
j'en arrive ainsi à mon troisième volet qui porte sur les prix, la formation des prix et l'évolution des prix, donc aux 5 siècles qui précèdent Jésus-Christ et qui concernent plus particulièrement donc les cités grecques. Alors, que retenir à ce niveau-là? Je vous ai dit que la règle qui nous paraît la plus évidente, c'est que les prix sont fixés en fonction de l'offre et de la demande, et donc suivent le principe de la rareté. C'est la rareté qui va déterminer la valeur du bien, finalement. Ça, c'est la première règle. Alors maintenant, si vous suivez la théorie d'Alain Bresson, et il le démontre à sa manière, mais c'est un grand spécialiste d'histoire économique de l'Antiquité, hein, donc pensez bien, moi je n'ai rien à dire à ce sujet-là, parce que je ne suis pas du tout spécialiste. En fait, il explique que, très clairement pour lui, l'évolution des prix est en liaison étroite avec la masse monétaire. Donc, autrement dit, quand il y a beaucoup d'or ou d'argent sur le marché, les prix vont augmenter. Et inversement, s'il y a raréfaction du numéraire, les prix vont baisser. Ça paraît, on va dire, un petit peu bizarre, mais sauf qu'il ne faut pas confondre la monnaie et les biens eux-mêmes. Les biens eux-mêmes, ce n'est pas la même chose. Parce que la monnaie ne sert que d'intermédiaire. Tu n'achètes pas de la monnaie. Tu achètes un bien et la monnaie est un intermédiaire. Ça va? Alors ça, c'est ce qu'il y a au centre de la thèse de Bresson. Et il montre que, par exemple, lorsque les mines du Laurion commencent à être exploitées en 483-480 avant notre ère, et nous avons étudié cela, hein, on a passé quand même du temps à travailler sur les textes d'une part de Démosthène, ensuite de Plutarque, et enfin de Xénophon, où on a essayé de comprendre quelle était la rentabilité, quel était le rendement des mines du Laurium, et dans quelles conditions cet argent était produit par des dizaines de milliers d'esclaves. Je vous rappelle que dans les mines du Laurion, ce sont des mines de plomb, mais ce sont des mines argentifères, c'est-à-dire que l'on va extraire du plomb de l'argent. Je vais peut-être vous remontrer, mais je crois que ma carte est beaucoup trop petite, que ça donne quelque chose où ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, si je fais donc de manière très superficielle et très schématique l'Attique, ça va? Eh bien, Athènes se trouve ici. Ici, vous avez le Zis, et les mines du Laurion sont ici. Les mines du Laurion. Ça va? Ici, vous avez le Cap Saunion. Hein? Donc, ceci, c'est l'Attique. Ici, vous avez la mer Égée, bien entendu. Et donc, les mines du Laurion se trouvent donc au sud-est de la péninsule. Alors, autre élément d'explication, à côté de la loi de l'offre et la demande, et à côté de la liaison entre, d'une part, la masse monétaire et d'autre part, la fixation des prix, il faut apporter un certain nombre de nuances parce que, suivant qu'il s'agisse de marchés régionaux
ou de marchés internationaux, vous allez pouvoir avoir quand même des différences relativement importantes. Le marché local dans une cité, c'est ce qu'on appelle l'agora. À Rome, ce sera le forum, hein, l'agora. Et lorsque les cités possèdent un port, donc qui permet de trafiquer avec l'extérieur, eh bien ce port s'appelle un emporion. E-M-P-O-R-I-O-N. Emporion. Alors, les prix ne vont pas être fixés de la même manière quand il s'agit d'un marché local ou régional ou du marché international, parce que ce ne sont pas les mêmes facteurs qui vont intervenir dans l'établissement du prix, indépendamment du fait que les prix sont liés à la masse monétaire. Je vous donnerai un exemple. Dans le cas de l'huile et du vin à Athènes, ce sont des produits qui sont destinés à l'exportation et qui font, je dirais, la spécialité d'Athènes. Eh bien, ces prix-là vont suivre effectivement la quantité de numéraire, donc de masse monétaire qu'il y a à ce moment-là sur le marché. En revanche, même chose si vous prenez le cas du grain. Si vous prenez maintenant le cas des porcs, que l'on peut produire partout localement, ça c'est pas une spécialité d'une cité en particulier. Si vous prenez le cas du bois, eh bien, vous allez avoir des prix qui ne vont pas suivre les prix, la même courbe des prix que les produits que je vous ai cités antérieurement. Ça va? Donc, il faut bien distinguer les produits destinés à participer au trafic international, l'huile, le grain, le vin, et d'autre part des produits locaux comme le bois ou comme les porcs. Donc là, on voit apparaître des courbes qui ne sont pas, je dirais, parallèles. Alors si maintenant je fais la synthèse de tout ceci, enfin je pourrais encore vous dire quelque chose à propos des mines au fond. Parce que j'ai beaucoup parlé de cette masse monétaire qui détermine la fixation des prix, mais pensez un petit peu à ce qui s'est passé au moment des grandes découvertes. Vous savez que une des motivations de Christophe Colomb et des conquistadors a été, lorsqu'ils sont partis vers les Amériques, de trouver de l'or, justement. Ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé de l'argent. Il y a plusieurs phases à ce niveau-là. Mais on a trouvé des mines d'argent et des mines d'or, mines d'argent surtout, à Potosi, P-O-T-O-S-I. Vous en avez d'ailleurs une reproduction dans le fond de la classe, au-dessus de l'armoire métallique. Vous avez un dessin du XVIe siècle qui représente des travailleurs indiens dans les mines d'argent du Potosi en Bolivie, qui appartenait à ce moment-là à la vice-royauté du Pérou, capitale Lima. Mais il y avait également des mines au Mexique, par exemple celle de Zacatecas, Z-A-C-A-T-E-C-A-S. Au XVIe siècle, vous avez un phénomène inflationniste qui est lié justement à l'arrivée massive d'or et d'argent sur le continent européen.
Cela va bien entendu fluidifier le commerce, les échanges, puisqu'il y avait famine, pénurie de métaux précieux au XVe siècle en Europe. On avait épuisé toutes les mines d'argent et d'or au XVe siècle en Europe. Donc ça a permis aux échanges de repartir, si vous voulez. Mais comme le dit très bien Pierre Villard, qui est un spécialiste des temps modernes et de l'époque contemporaine et pas du tout de l'Antiquité, en fait, il ne faut pas oublier que derrière l'extraction de l'or et de l'argent, il y a les esclaves. Donc en fait, c'est la gratuité donc du surtravail, donc de l'exploitation, si vous voulez, des esclaves, qui permet la fluidité des échanges. Donc ce n'est pas la découverte, il ne suffit pas de découvrir, il faut encore exploiter, et exploiter à très bon compte, parce que ces esclaves, dans l'Antiquité, lorsqu'ils travaillent dans les mines du Lorion, les mines argentifères, ou lorsqu'il s'agit d'Indiens qui travaillent dans les mines du Potosi ou de Zacatecas, eh bien ce sont des gens qui ne coûtent pratiquement rien, et donc on profite de leur surtravail, c'est-à-dire de tout ce qu'ils font, et qui ne leur profite pas à eux, et qui profitent à ceux qui les exploitent. La découverte de mines d'or au Brésil au XVIIIe siècle va avoir un rôle important également dans la dynamisation des échanges. Au XIXe siècle, on va découvrir des mines en Californie, on va découvrir des mines également en Australie, puis plus tard en Afrique du Sud, et c'est ce stock d'or qui va déterminer, au moins en partie, mais là ce sont les économistes qui se disputent entre eux, suivant qu'ils soient monétaristes ou qu'ils appartiennent à une autre école, qui vont, entre autres, déterminer les courbes relatives à la montée ou à la chute des prix. Et ça, il y a parmi les monétaristes, les politiques monétaristes qui ont été menées à la fin du XXe siècle, il y a bien entendu celle de Margaret Thatcher, la politique menée par Ronald Reagan et les Chicago Boys lorsqu'ils ont été au Chili de Pinochet à partir de 1973, après la chute de Salvador Allende. Ils ont fait beaucoup de dégâts, mais ils ont prétendu qu'effectivement c'était une politique monétariste qui permettrait de relancer l'économie chilienne. Ceci dit, au niveau du résultat, ils n'ont pas eu tout à fait tort, mais ça s'est fait à quel prix sur le plan social et à quel prix également au niveau de la disparition de la liberté d'expression. C'est une dictature, il ne faut quand même pas l'oublier, qui a duré quand même très longtemps. Voilà, conclusion de tout ceci, donc de tout mon exposé. On a vu en fait que la prospérité des cités grecques est bien entendu liée aux échanges commerciaux et à la prédation. Toutefois, lorsque la masse monétaire s'est réduite et on ne va plus exploiter les mines du Lorion à partir des années 130, sauf erreur de ma part, avant Jésus-Christ, eh bien, à partir de ce moment-là, l'économie va s'assécher pour les cités grecques, je dis bien, et ce qui avait fait sa prospérité va faire, tout à fait logiquement, inversement, son déclin. Toutefois, il ne faudrait pas, et c'est en général ce que font les historiens, essayer de trouver une explication unique pour ce déclin des cités grecques sur le plan économique. Il ne faut pas oublier, bien entendu, cette nouvelle centralité que prend Rome à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Rome qui pratique
comme Athènes avait fait auparavant, la prédation. Rome pratique l'imposition de tribus importants auprès des cités grecques, qui perdent d'ailleurs leur indépendance. Et comme ces cités grecques doivent verser de lourds tributs à Rome, inévitablement, ces cités vont s'appauvrir, les citoyens vont s'appauvrir. Donc, on assiste à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ à la naissance d'une nouvelle économie monde qui a pour centre Rome et qui a pour périphérie un certain nombre de territoires qui ont d'abord été conquis parce qu'ils avaient un intérêt en termes d'approvisionnement. De la même manière qu'Athènes s'était intéressée aux côtes de la mer Noire et avait créé des colonies sur le bord de la mer Noire, eh bien de la même manière, Rome va successivement s'intéresser, déjà depuis le IIIe siècle, à l'époque des guerres puniques, à la Sicile, qui va devenir le grenier à blé de Rome, ensuite à la province d'Afrique, et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, et que la province d'Afrique n'est rien d'autre que la partie septentrionale de la Tunisie et n'a rien à voir avec l'ensemble du continent, et enfin, à partir de 30 avant Jésus-Christ, alors là je dirais c'est le sommet, c'est l'occupation, la conquête, l'occupation de l'Égypte, qui va devenir la propriété personnelle de l'empereur, qui a besoin de ces terres essentiellement pour pouvoir approvisionner la plèbe de Rome, qui, si on ne l'a pas avec soi, risque d'effectuer, de faire des révoltes et de renverser le pouvoir que vous détenez. Ça va ? Je vous montre maintenant, donc est-ce que c'est clair l'exposé que j'ai fait? Vous avez bien compris quelles étaient les trois grandes parties et que je suis parti au départ du rapport entre dans le cadre d'une économie monde, entre le centre et la périphérie, qu'ensuite j'ai développé l'idée qu'il y avait deux visages à cette économie d'échange. D'une part, l'économie de prédation avec ses intérêts et d'autre part, l'économie de marché. Et puis, j'ai essayé de mettre en évidence la thèse qui est développée par Alain Bresson, donc je vais vous montrer le livre dans un instant, qui fait un lien entre, pour lui indubitable, entre d'une part l'importance de la masse monétaire et l'inflation des prix. Voilà. Alors, quelques ouvrages. Alors, je vais d'abord vous montrer des ouvrages généraux sur le monde grec et qui me semblent nécessaires. Attention, je n'ai pris que quelques très rares ouvrages. Les autres, je renvoie à mes leçons sur la civilisation grecque, l'histoire politique, économique, etc. de la Grèce. Donc ici, je n'ai pris que ce qui m'a paru indispensable pour pouvoir approfondir cette leçon-ci. Tout d'abord, de Robert Morcotte, Atlas de la Grèce antique, de 6500 à 30 avant Jésus-Christ. Donc, par définition, c'est un atlas, donc vous avez de nombreuses cartes. C'est publié aux éditions Autrement, et cet ouvrage, il y en a un exemplaire à la bibliothèque de l'école, bien sûr. Alors, sous la direction de Jean-Pierre Vernant, L'homme grec, chez la collection Point, au Seuil, la collection Point Histoire, il y a un chapitre rédigé par Claude Mossé qui s'intitule « L'homme et l'économie » de Victor Ehrenberg, chez Maspero, L'État grec. Alors, si je vous montre ce livre, c'est parce que je vous ai dit qu'il y avait des liens étroits entre l'économie et la politique, et que pour les Grecs
de l'Antiquité, il n'y avait pas une séparation comme nous le faisons entre la politique et l'économie. Pour nous, ce sont des catégories différentes qui donnent lieu à des sciences différentes qui sont étudiées parallèlement dans les facultés. Ben, nous savons tous, bien entendu, qu'il y a des liens étroits entre l'économie et la politique, hein, personne n'est naïf. Mais enfin, à cette époque-là, je dirais, les choses, ces catégories n'étaient pas définies comme elles le sont maintenant. Alors, de Charles Beaurain, professeur à l'Université de Liège, les Grecs et la Méditerranée orientale, alors ça couvre en fait la période qui précède celle que j'ai traitée aujourd'hui, qui concerne principalement la période de la colonisation. C'est-à-dire l'époque archaïque entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est publié aux presses universitaires de France dans la collection Nouvelle Clio. De Pierre Cabanès, Le monde hellénistique, dans la Nouvelle Histoire de l'Antiquité, c'est le numéro 4. Alors là, je vous recommande cette petite série parce qu'elle ne coûte pas cher. Ce sont en fait des ouvrages de synthèse. Il y a 10 volumes comparus, un sur la Grèce, sur le monde grec et sur le monde romain. Donc ça coûte pas cher. Pensez qu'il y a une histoire du monde grec et du monde romain en édition de poche. Esclaves en Grèce et à Rome, de Jean Andreau et de Raymond Descartes, publié en Hachette Littérature. Alors, Braudel, je vous ai dit qu'il est spécialiste de la période qui va du 15e au 18e siècle, mais il se fait qu'après sa mort, on a retrouvé dans ses papiers un manuscrit. Je crois que c'est sa femme qui l'a retrouvé, parce qu'elle a retrouvé des tas de choses dans ses tiroirs. Elle a retrouvé en fait un livre qu'il avait consacré justement à l'Antiquité. Et cet ouvrage a été publié aux éditions de Fallois sous le titre « Les Mémoires de la Méditerranée ». Donc ça couvre en fait toute l'histoire de la Méditerranée jusqu'à la fin de l'Empire romain. C'est un ouvrage très agréable à lire. Alors, de Moses Finlay, L'économie antique. C'est un grand historien britannique qui a publié donc cet ouvrage qui concerne aussi bien le monde grec que le monde romain aux éditions de Minuit. L'économie des cités grecques de Léopold Mijotte chez Ellipse. Donc c'est un petit manuel pratique. Si vous intéressez, si vous voulez aborder une leçon sur ce sujet-là, il faut peut-être commencer avec ce petit ouvrage. De Michel Austin et Pierre Vidal-Naquet, Économie et société en Grèce ancienne, chez Armand Collin dans la collection U2. L'intérêt de cette collection U2, c'est que vous trouvez non seulement une très longue introduction au sujet, suivie de la publication de nombreux textes d'époque. Donc si vous cherchez des textes sur la société et l'économie grecque pour faire cours dans une classe, pensez à ce type d'ouvrage. Alors voilà le maître ouvrage que j'ai cité à plusieurs reprises d'Alain Bresson, L'économie de la Grèce des cités, les structures de la production chez Armand Collin. Lui-même enseigne à l'université de Bordeaux et à l'université de Chicago. Oui, il a été professeur aussi à Hambourg, en Allemagne, et voici le tome 2, qui m'a bien entendu bien servi pour la préparation de ce cours, L'économie de la Grèce des cités, tome 2, les espaces de l'échange, toujours chez Armand Collin. Donc ça, c'est l'ouvrage de référence pour le cours d'aujourd'hui. De Peter Gancy, Famine et approvisionnement dans le monde gréco-romain aux belles lettres. Je vous ai dit l'importance que pour les Grecs et pour les Romains qu'avait l'approvisionnement donc en grains, qui permettait d'éviter des famines et des révoltes populaires. Du grand historien russe Rostotsev, Histoire économique et sociale du monde hellénistique dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Alors maintenant, vous vous souvenez que
le premier volet de mon exposé était à cheval sur le monde grec et le monde romain, puisque la période qui nous intéresse, qui nous a intéressés, allait jusqu'au 1er siècle, moment où c'est Rome qui domine la Méditerranée. Alors, l'économie du monde romain de Jean Andrew, un grand spécialiste de l'histoire financière et économique chez Ellipse. Dans la collection U2 chez Armand Collin de Louis Armand, Société et économie de la République romaine. Alors, je n'ai pris que l'ouvrage qui concerne la République. Je vous rappelle que la République, c'est justement du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, dans cette collection-là, je le répète, vous avez une première partie qui est un exposé qui fait la synthèse sur le sujet traité, et puis après, vous avez la moitié de l'ouvrage, si pas plus, qui sont en fait la publication d'extraits de textes de l'époque. Alors, de Claude Nicolet, un spécialiste de l'économie romaine, Rendre à César, économie et société dans la Rome antique, aux éditions Gallimard. Du même auteur, enfin sous sa direction, Rome et la conquête du monde méditerranéen, tome 2, Genèse d'un empire, dans la collection Nouvelle Clio aux presses universitaires de France. Et bien entendu, pour terminer, un auteur, je crois, qu'on a déjà vu, me semble, ou qu'on verra, Polybe, Les Histoires. Donc c'est un historien grec qui vit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, c'est toute son histoire universelle, publiée dans la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard, donc dans la Nouvelle Revue Française, en NRF. Vous savez, c'est cette collection sur papier Bible. Alors, c'est une source essentielle pour comprendre l'expansion du monde romain en Méditerranée depuis les guerres puniques et dans la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir que Polybe est un grec qui va faire l'apologie du peuple des Romains qui a vaincu les Grecs, alors que lui-même est grec. Donc c'est un peu un historien collabo, si vous voulez, comme Flavius Joseph qui a fait l'apologie des Romains alors qu'il était lui-même un juif. Et, mais beaucoup, au 1er siècle de notre ère, ça c'est plus tard. Et en fait, Polybe, c'est un auteur vraiment essentiel. Il a lui-même été pris en otage par les Romains à la suite de la défaite de la Macédoine, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il a été fait otage, il a vécu à Rome. Il ne faut pas oublier qu'il était médecin, sauf erreur de ma part. Il a vécu dans le cercle des Scipions, c'est-à-dire le cercle des grands intellectuels romains hellénisés, et donc ça explique beaucoup de choses. J'ai dit.